On a vu une évolution assez sensible des pratiques des communes suite à cette nuée belle et à toute la sensibilisation qu'on a pu faire. On a aujourd'hui plus de la moitié des communes du Grand Genève qui éteignent ou qui diminuent l'intensité de leur éclairage public en cœur de nuit. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez suivre sur le site de la nuée belle. On essaye de mettre la carte à jour régulièrement des communes qui éteignent ou qui font de la baisse d'intensité. Nouveau petit sondage en ligne. Alors, qu'est-ce qu'une trame noire? Est-ce que c'est un réseau de câbles électriques souterrains, une initiative pour préserver les corridors écologiques nocturnes ou les transports en commun de nuit? On vous laisse répondre. Ah, alors, pas de surprise, hein. C'est bien une initiative pour préserver les corridors écologiques nocturnes. Et donc, je vais laisser la parole à Claude sur la suite. Alors oui, ben merci. Donc la trame noire, en effet, ça correspond à la surface, aux surfaces qui ne sont pas impactées par l'éclairage artificiel. Et puis, dans notre cas, ça a un impact particulier ou une importance particulière pour des espèces nocturnes ou crépusculaires qui utilisent en fait cette partie du temps pour remplir tout leur cycle écologique. Et un des gros enjeux, c'est de parvenir à représenter cette trame noire à un niveau cartographique pour pouvoir être utilisée en fait dans l'aménagement du territoire ou dans la gestion territoriale dans son ensemble. Alors, on a différents usages de cette trame noire une fois qu'elle peut être cartographiée. Donc, comme mentionné, ça peut être utilisé dans les documents de planification. On peut l'utiliser comme réflexion lors de les rénovations de l'éclairage public pour aussi identifier où positionner ou comment positionner les différentes sources de lumière, aussi réfléchir si elles sont absolument judicieuses à l'endroit prévu. Elles peuvent être utilisées pour des projets d'aménagement du territoire et en l'occurrence, la méthode qu'on va vous présenter aujourd'hui permet aussi d'être utilisée comme un outil prédictif, c'est-à-dire une fois qu'on a les plans d'un projet, on peut montrer sur la carte comment il va influencer la trame noire existante. Et puis, ça permet également donc de sensibiliser le public euh, en visualisant vraiment, en ayant un aspect visuel de l'impact potentiel de l'éclairage public sur le paysage et sur des zones qui, théoriquement, sont censées être plutôt dans l'obscurité. Donc, juste par rapport maintenant à l'utilisation de la trame noire par les espèces animales, en fait, des études ont montré que plus de 80% des espèces de mammifères utilisent d'une façon ou d'une autre les zones qui sont dans l'obscurité. Et là, j'indique ici une figure. Alors, elle n'est peut-être pas très facile à comprendre, mais c'est sur plus de 3500 espèces qui sont organisées dans le cercle. Donc, chaque petit trait en bordure du cercle représente une espèce. Et toutes les espèces qui ne sont pas représentées par une barre jaune sont des espèces qui sont soit nocturnes, soit crépusculaires, donc qui utilisent d'une façon ou d'une autre les zones d'obscurité la nuit, voilà, qui ne sont pas soumises à la pollution lumineuse. Donc là, c'est pour les mammifères. Il faut savoir que 2 tiers ou un peu plus de 2 tiers des insectes sont également nocturnes. La quasi-totalité des amphibiens sont nocturnes, 30% des oiseaux le sont aussi. Donc, c'est une très grande partie de notre biodiversité qui va être impactée. Euh, donc, maintenant, pour pouvoir modéliser cette trame noire, c'est clair qu'on ne peut pas s'intéresser à toute cette biodiversité très diverse et variée. Alors, on va choisir des espèces indicatrices particulières et normalement, on en choisit une ou un petit groupe.
qui représente en fait par ses exigences écologiques, qui représente les autres, ou en tout cas qui permet de couvrir les besoins de toute une autre gamme d'espèces. Et pour être une bonne espèce indicatrice, il faut que son écologie soit bien connue. Et non, alors c'est vraiment, quand on parle ici de l'écologie, c'est vraiment l'utilisation de l'espace et la façon qu'a l'espèce de se déplacer dans le paysage. Il faut qu'elle soit présente localement pour qu'on puisse aussi évaluer en fait l'impact des mesures qui sont mises en place sur son utilisation locale de l'espace. Il faut qu'on puisse suivre justement ces mesures, par exemple en identifiant des changements de densité de cette espèce indicatrice, ou bien en identifiant comment elle se déplace à travers le paysage, ou si des interventions sur le paysage influencent les voies de déplacement. Et puis, elle doit être aussi représentative soit d'un type d'habitat, soit de plusieurs habitats, pour pouvoir considérer autant les zones ouvertes que les forêts, que les zones peut-être aquatiques ou humides. Donc, simplement, le petit tableau à droite représente de nouveau un exemple de méthodologie pour sélectionner petit à petit une espèce ou un groupe d'espèces qui va être un potentiel, qui aura un potentiel d'indicateur pour le sujet qui nous intéresse. Tu peux changer la diapositive. Donc, pour le Grand Genève, donc initialement, quand on a lancé notre réflexion sur la trame noire, on a tiré profit de l'opportunité d'avoir des cerfs qui avaient été équipés de colliers GPS sur le nord du bassin genevois. Et donc, les colliers GPS, hein, le grand avantage, c'est qu'ils fonctionnent donc jour et nuit sur une longue période avec des points très réguliers et puis surtout avec des localisations de position des animaux qui est très précise. Euh, donc là, il s'agit du cerf, c'est une grande espèce qui la nuit sort des forêts pour se nourrir. Donc il y a aussi des possibilités d'observer directement ses comportements dans des différents types de secteurs. Alors typiquement dans des zones soit éclairées, soit à l'ombre, ou justement de voir comment ils partagent leur temps entre ces secteurs liés à l'éclairage. Et puis c'est une espèce qui est bien connue. Alors, localement présente, évidemment, et puis qui est surtout reconnue aussi assez largement comme un bon indicateur de déplacement et comme une bonne espèce représentative en fait des besoins de déplacement aussi d'une grande partie de la faune. Alors, donc en considérant ces données GPS qui étaient déjà existantes, on a essayé un petit peu de visualiser l'utilisation de l'espace par rapport aux zones éclairées ou qui restent à l'ombre. Et on a réalisé une animation de leur déplacement. Donc sur la carte à droite, ce que vous voyez, donc vous avez le nord du bassin genevois, avec, donc là on est la nuit, les villages sont éclairés, les routes aussi en partie, et puis les points blancs encerclés de rouge représentent chacun un cerf qui va se déplacer dans le paysage. Et la séquence que vous allez voir, hein, c'est sur c'est 3 ou 4 jours d'animation, et vous verrez donc l'écran qui est noir la nuit et qui s'illumine la journée pour montrer un peu comment les différents individus sont actifs ou se reposent en fonction des phases de la journée. Alors là, on peut lancer l'animation. Donc, vous voyez, le jour, les animaux ont plutôt tendance à rester dans les forêts, la nuit à faire des déplacements plus importants. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que quand on est dans les périodes de crépuscule ou un peu le jour, si les animaux sont actifs, c'est le long de haies, comme on le voit ici, ou dans des forêts. Mais généralement, c'est plutôt la période de repos. Et en fait, dès que la nuit arrive, ces déplacements deviennent beaucoup plus importants euh, euh, en conditions. Alors ça, c'est aussi en conditions où on a une forte pression ou
forte présence humaine dans un paysage comme celui de Genève. Donc ça illustre un peu déjà cette activité qui est principalement nocturne de notre espèce focale. Et puis ici, sur cette diapositive, alors vous avez sur l'image un extrait de notre modèle de la trame noire, avec en noir les zones qui restent dans l'obscurité, et puis en blanc toutes les zones qui sont soumises à l'éclairage public, à la pollution lumineuse. Et tous les points verts, donc là il y en a 90 000 ou un peu plus, c'est toutes les localisations de nos cerfs lors de 6 ans de suivi avec les colliers GPS. Et ce qu'on peut voir en fait, c'est que même en considérant que les localisations qui sont situées hors des forêts, 90% de ces localisations sont dans des zones qui sont dans l'obscurité. C'est-à-dire que les cerfs vont par exemple longer une haie côté ombre plutôt que côté lumière. Ou bien ils vont rester dans les 20 ou 30 mètres à l'ombre de cette haie plutôt que de sortir dans le champ qui a finalement les mêmes ressources pour le cerf, mais qui sont éclairées. Donc on a une sélection des zones obscures qui est positive, donc qui est très marquée par cette espèce, ce qui conforte le choix de l'avoir utilisé comme un indicateur de la trame noire. Et là, je vais laisser la parole à Laurent qui, lui, va vous présenter comment, techniquement, cette trame noire a été mise sur pied. Merci Claude. Alors effectivement, jusqu'à présent, on a parlé de l'intérêt de la trame noire et puis de l'espèce focale. Et on va maintenant s'intéresser à la manière de matérialiser donc cette trame noire. Alors contrairement aux autres trames que l'on connaît, trames vertes et bleues, qui s'intéressent notamment aux habitats forestiers ou aquatiques, qui eux sont représentés grâce à un type d'habitat ou un type d'occupation du sol. Ici, on s'intéresse à un phénomène qui n'est pas tangible, la pollution lumineuse, et donc ça représentait un challenge supplémentaire pour représenter cette trame noire. Suivant, merci. Alors, la première étape pour représenter cette pollution lumineuse, c'est d'acquérir des données. Et en l'occurrence, vu qu'on a affaire ici à un large territoire, eh ben, le plus facile, c'est d'obtenir des données depuis le ciel. Et en l'occurrence, à travers des satellites qui prennent des images satellites nocturnes, donc c'est des données qui sont relativement récentes, qui ont été commandées par les différents territoires, donc canton de Genève, canton de Vaud et pôle métropolitain du Genevois français, pour obtenir cette image qui donc représente la lumière émise vers le ciel et vers l'espace. À partir de cette image satellite, on a pu donc extraire les points lumineux. C'est vraiment la première étape. Extraire à la fois donc, les lampadaires publics, par exemple, mais aussi les sources lumineuses privées, sous forme de points qui vont représenter soit des sources individuelles, soit des groupes de sources si on n'arrive pas à les distinguer. Ça, c'est vraiment la toute première étape. Et la deuxième étape, c'est de représenter à partir de ces sources lumineuses inventoriées les surfaces qui sont impactées sur le territoire. Et vous avez ici une extraction donc, de la carte de pollution lumineuse du Grand Genève, qui représente pour chaque pixel du territoire le nombre de sources lumineuses visibles dans un certain rayon, en l'occurrence 250 mètres, j'y reviendrai après. Et donc, cette carte, elle est représentée sur une échelle de couleur allant du noir, quand il n'y a aucune source visible, donc une absence d'impact de pollution lumineuse, jusqu'au jaune, quand on est en présence d'un nombre important de sources visibles et donc un impact important de la pollution lumineuse. Puis on va maintenant illustrer cette échelle en fait, de notre cartographie, en parlant tout d'abord de l'approche qu'on a retenue, donc qui ne se base pas sur la mesure de l'intensité lumineuse, mais qui se base sur, en fait, on se positionne à la place de la faune terrestre, et on va compter le nombre de sources lumineuses visibles perçues dans un certain rayon, représenté ici par le disque sur l'illustration, et qui va donc représenter l'importance de la pollution lumineuse. On a ici un exemple, on est sur une zone où il n'y a pas de source lumineuse visible, et donc on est sur une zone exempte de pollution lumineuse.
Si on passe à la suivante, on remarque cette fois-ci dans ce rayon d'analyse, on a quelques sources lumineuses visibles, donc on augmente l'impact de la pollution lumineuse pour la faune, sachant que pour cette analyse, est pris en compte les éléments opaques à la dispersion de la lumière, comme ici représenté la végétation, mais aussi les bâtiments ou encore la topographie. Et puis donc, le cas extrême, où on est dans une zone très impactée, où il y a un nombre très important de sources lumineuses visibles dans ce rayon. Ceci nous amène à la troisième étape. Donc jusqu'ici, on a représenté la pollution lumineuse. Et maintenant, on va passer à la cartographie de la trame noire, qui est cette fois-ci un outil d'aide à la décision, que vous voyez ici sur la gauche, donc sur l'emprise du Grand Genève, et qui va représenter principalement deux grands objectifs de gestion. Alors d'un côté, les surfaces où la nuit doit être conservée, donc ça c'est les surfaces où il y a une connectivité importante pour la faune terrestre et où la nuit est déjà présente, donc c'est les deux nuances de bleu qu'on voit sur la cartographie. Et puis d'autre part, les surfaces où la nuit doit être restaurée, donc pour les surfaces importantes en termes de connectivité et de la faune, qui sont cette fois-ci impactées par la pollution lumineuse. Cette fois-ci représentée en rouge ou orange. Et on a justement cette distinction de nuances de bleu et de nuances de rouge avec un niveau prioritaire ou non qui est appliqué en fonction de l'importance des corridors biologiques, donc ça qui est déterminé par la cartographie cette fois-ci de l'infrastructure écologique. Et on va sélectionner en fait les 30 meilleurs pourcents de cette infrastructure écologique pour représenter ces corridors prioritaires. Et donc si on veut illustrer de la même manière que tout à l'heure cette cartographie, donc ici on se retrouve de nouveau dans le cas d'une surface qui n'est pas impactée par la pollution lumineuse. On a ici un corridor d'importance qui traverse la zone en vert, qui représente ces 30 meilleurs pourcents de connectivité basée sur l'infrastructure écologique. Et bien, cette zone d'importance va être cartographiée, classifiée comme avec un objectif de nuit à conserver prioritairement, tandis que les autres surfaces non éclairées hors de ce corridor principal vont être classifiées comme de la nuit à conserver. Et puis ensuite, même principe, cette fois-ci dans le contexte d'une zone qui est impactée par la pollution lumineuse, toujours avec un corridor principal, qui va cette fois-ci être classifié comme étant de la nuit à restaurer prioritairement, en rouge foncé. Le reste des zones de connectivité sont à restaurer, la nuit est à restaurer. Et puis on remarque qu'il reste encore une portion du territoire à classifier qui en fait est hors de l'infrastructure écologique et donc on l'a classifié avec l'intitulé surface urbaine éclairée. Donc c'est des surfaces qui sont pas forcément utiles en termes de connectivité pour la grande et moyenne faune terrestre. Et donc cela représente donc cette trame noire qui est divisée en 5 grandes catégories comme on a pu le voir et qui permet de définir des grands objectifs de gestion de la nuit pour le Grand Genève. Du coup, Sylvie, je te repasse la parole. Alors, au-delà de l'aspect connectivité, on a également cartographié des données légales, en fait. Alors, côté suisse, il y a des lois qui, notamment la loi sur la protection de l'environnement et la loi sur la protection de la nature et du paysage, qui disent que les eaux peu dégradées et leurs rives ne doivent pas être éclairées directement. Donc, et le canton de Genève a aussi un objectif de restauration de la trame noire lacustre. Donc ça a été cartographié sur la carte. Ces zones-là, elles ont été rajoutées en plus de la cartographie qui a été faite sur la connectivité du cerf. Et en France, on a l'arrêté du 27 décembre 2018 qui interdit également tout éclairage direct de l'eau. Donc là, c'est la même chose côté français, ça a été cartographié notamment sur les rivières et les bords du lac. Donc toutes les surfaces en eau libre sont inscrites comme des zones de nuit à conserver prioritairement ou à conserver ou à restaurer sur la trame noire du Grand Genève.
Donc, cette carte, ces deux cartes, la carte de pollution lumineuse et la carte de la noire, sont consultables via le lien que vous avez ici. Elles seront accompagnées d'un mode d'emploi qui va être disponible dans les prochaines heures. Le lien reste à venir, mais la présentation vous sera diffusée avec un lien à jour. Et puis, toutes ces données sont en open data, donc elles sont accessibles sur le site du SITG. Elles sont accessibles sur demande au SITG. Et vous y avez accès via les deux fiches de métadonnées, donc la fiche de métadonnées de la pollution lumineuse et la fiche de métadonnées de la trame noire. Donc, si vous avez besoin d'informations, bah, je suis en contact principal. Je n'ai pas précisé, mais tout ce qui est photos nocturnes, les photos nocturnes, on les a acquises, mais en fait, elles restent propriété de la société chinoise à qui appartiennent les satellites. Donc, on peut les mettre à disposition de nos partenaires, que ce soit collectivités ou bureaux d'études travaillant pour les collectivités, mais par le biais d'une convention. Elles ne sont pas en open data. Voilà. Donc, on en a terminé de la présentation. Donc, on va pouvoir vous laisser la parole. Vous pouvez rallumer vos caméras si vous voulez. On va sélectionner les questions que vous nous avez posées dans le chat. Et puis, je vais couper la présentation. Oui, on peut arrêter le partage d'écran. On va laisser place aux échanges. Donc, merci à tous d'avoir suivi. On va prendre les questions dans l'ordre et pendant qu'on y répond, vous pouvez continuer à les poser à travers le chat. Alors, vos conseils SVP, extinction totale qui semble de plus en plus remise en cause face à une diminution de 20% de la puissance, 80%. Alors, cette question, elle porte sur l'extinction en cœur de nuit des communes.